réduire à la brutalité. Voilà l'auteur qui va nous accompagner dans notre cheminement de pensée, c'est Lévinas. Nous prenons sa définition qui dit « La violence réside partout où il se pose une action où un individu agit comme s'il était seul à agir au monde. Donc, il se fout de tous les autres, comme s'il était seul à agir au monde, comme si le reste de l'univers n'était là que pour recevoir son dictat. Il y a la violence. Et puis, la violence existe également là où nous subissons une action sans en être en tout point les collaborateurs, sans notre consentement. Elle est dans toutes les actions où l'on n'a pas tenu compte de la participation libre et volontaire d'autrui. Même s'il n'y a pas les coups, vous ne voyez pas les coups là-bas, on dit tout ce peut le rendre un simple objet, il cesse d'être sujet. La violence résulte de toute action où l'on n'a pas respecté la subjectivité d'autrui. C'est-à-dire, elle existe là où il y a une hostilité contre cette subjectivité. Et c'est cette subjectivité qui fait de chacun de nous une personne singulière. La violence est susceptible de varier, je venais de l'évoquer tantôt, selon les époques, selon les sociétés, les individus, et indépendamment de leur sexe. La violence n'est pas liée au sexe. La démonstration va suivre. Donc, il devient clair que l'homme ne détient ni le monopole de la violence, ni celui de la paix. L'observation quotidienne de la vie dans notre pays, qui est marquée par des incertitudes de tout genre, nous a permis d'apercevoir des élans féminins tendant à s'assurer une possession intégrale de l'époux. Tout part de là. L'envie de s'assurer que l'on possède son époux, qu'on le tienne, on contrôle son être et son avoir. Dès qu'il y a une petite possibilité que l'époux vous échappe, vous le tirez, vous attaquez sa subjectivité et il se trouve ainsi violenté. En définitive, voici la petite définition que j'ai cru partager avec l'Auguste Assemblée sur la violence. La violence ne se trouve pas seulement dans une bille de billard qui heurte l'autre bille. Quand deux billes se croisent, il y a un choc. La violence, ce n'est pas cette collision-là. Ce n'est pas cette collision-là seulement. Chez les mecs, donc je reprends, la violence ne se trouve pas seulement dans une bille de billard qui heurte l'autre bille, dans l'orage qui détruit une récolte, chez le maître qui maltraite l'esclave, dans un État totalitaire qui avilit ses citoyens, dans la conquête guerrière qui asservit les hommes. La violence n'est pas seulement ça. Est violente toute action où l'on agit comme si on était seul à agir, comme si l'univers n'était là que pour recevoir l'action, est violente par conséquent, et aussi toute action que nous subissons, même subtilement et astucieusement, retenons ces deux éléments, subtilement et astucieusement, même si on ne vous donne pas on ne vous administre pas des coups, mais on peut distiller la violence avec finesse. Et on va le voir plus loin, nos sœurs, c'est ça, c'est de la sorte qu'elles agissent le plus souvent.
Bon. Maintenant, nous allons passer au concret. Nous quittons le monde définitionnel qui est un monde abstrait pour interroger la vie de chaque jour dans notre ville de Kinshasa. Quelques illustrations de la violence contre l'homme au foyer. Je crois avoir déjà dit que ce qu'on va dire ici ne fera pas que, en sortant de cette salle, nous considérions toutes les femmes de Kinshasa comme étant identiques. Mais ce qui va être dit, je souligne, plusieurs femmes de Kinshasa le partagent. Et plusieurs hommes de Kinshasa sont des victimes. On va aller de l'avant. Les très nombreux traits comportementaux semblent être largement partagés, c'est déjà évoqué. Nous allons donc passer à des illustrations concrètes. Nous commençons un peu à l'image de la typologie qui a été faite par ma collègue, qui a pris la parole en premier. Je vais dans le même sens et je voudrais commencer d'abord par vous inviter sur le premier type de violence, c'est type que j'ai qualifié de violence à l'occasion de la conclusion de l'union. Eh bien, les dames, et même un peu naïvement nous-mêmes les hommes, nous croyons que c'est une bonne chose. On annonce la concrétisation prochaine de l'union entre ma fiancée et moi-même, et on se déploie pour que ces rêves-là deviennent une réalité. Donc, tous les hommes attendent ces temps-là avec impatience, avec joie. Mais il y a un fardeau à porter pour que le mariage soit reconnu, un fardeau à porter. Je ne vais pas vous détailler ce qui doit être fait. Un peu contrairement à l'image de la situation que l'on vit en Occident, je ne les prends pas pour exemple, à la salle de dire si dans ce point-là ils sont exemples ou non. J'ai marié un de mes fils à une jeune Belge et à l'occasion, alors que j'étais en train de préparer le mariage de mon fils, nous arrivons là-bas. Tout ce que nous avions réuni comme moyen pour honorer notre fils, nous l'avons donné à qui? À notre fils et à sa fiancée. Pas aux parents de la fiancée. Pas du tout. Eux aussi ont fait comme nous, ce qu'ils ont trouvé. On a remis au jeune couple, dans l'idée que c'est un jeune couple qui doit commencer la vie et qu'il fallait lui faciliter ce démarrage de la vie. Tout ce qu'on appelle dot là-bas, c'est fait dans ce sens-là. Mais ici, je ne dois pas vous décrire ce que c'est que la dot. Nous savons, et il y a des esprits féconds qui commencent à trouver à ce que nous appelons dot, non pas une preuve de consentement et une conclusion de l'union, mais plutôt ça frise la vente d'une fille. Et les esprits sont peut-être même naïfs au point que pour le moment, quand on parle de ces choses-là, on vous envoie, on écrit même facture de mariage. Et les hommes, nous sommes peut-être naïfs. On se bat, on fait de son mieux. Mais parfois, on ne s'en sort pas. Et cela justifie, entre autres, les célibats prolongés que nous connaissons dans nos milieux. Eh bien, s'il y a des dames dans cette salle, je voudrais leur dire que c'est le premier fardeau, la première violence à laquelle l'homme se trouve constamment exposé. Il n'y a plus d'argument, à mon humble avis solide, qui irait dans le sens
d'une remise des biens à des couples qui existent déjà, qui sont dans la vie, au détriment de celui qui commence ses premiers pas. Qu'est-ce qu'on dit de temps en temps? Souvent on dit, nous avons souffert pour l'éducation de notre fille. Elle était malade, c'est nous. Elle devait aller à l'école, c'est nous. Elle devait ceci, c'est nous. Et je laisse la question aux dames et les garçons. Les garçons ne tombent jamais malades quand ils sont. Les filles, on ne paye pas les frais de scolarité pour les garçons. Ils grandissent grâce à l'aide seulement. Je pense qu'il est temps à ce que nous puissions nous libérer de certains carcans. C'est peut-être cela déjà qui met dans la tête de l'homme qu'il a des droits sur la femme. Le point de départ, disons, le départ est raté. Le départ en termes d'égalité est raté dès lors qu'on ne les considère pas tous comme enfants au même titre que les autres. Alors, ici, voilà, la liste elle est là, mais tout le monde la connaît. Qu'est-ce qu'on doit donner? Costume, pardon. Qu'est-ce qu'on doit donner? On doit donner des costumes, chemises, ceintures, perles, souliers, télévision, panneaux solaires, wax hollandais, super wax, à contracter, des dettes de tout genre, et tout cela pour commencer la vie avec la fille. Et en espèces, la dot moyenne est, pour le moment à Kinshasa, la dot, je dis bien moyenne, c'est 1 000 $. Et 1 000 $, on les demande à qui? À un jeune homme qui bricole encore sa vie, qui n'est pas encore stable économiquement. Et la partie organisationnelle qui concerne la fête, tout le monde a déjà été à une fête de mariage ici. Et on peut s'imaginer les peines des hommes sur ces trajets-là. Mais bon, quand on dit ça, peut-être qu'il y en a qui disent, mais pourquoi ça? L'homme doit faire ça. Bon, mais on dirait que la femme sélectionne les choses. Quand ça, là où c'est vraiment difficile, l'homme doit le faire. Là où il faut que ça soit autre chose, on doit être égaux. Violence vécue maintenant au niveau du foyer. Là, c'est pire encore. On a été violenté pour la dot. Les mariages est malgré tout conclus. Et sur le plan affectif, nous devons d'abord évoquer l'infidélité de l'homme qui passe pour une théorie générale dans les foyers de Kinshasa. L'homme, c'est un coureur de jupons à souhait. Je dirais même que sa première occupation, c'est ça, avant d'être le bureau, le ceci. Parce que quand il revient du bureau, parfois on lui dit, vous mentez. Et donc, ça, cette infidélité qui est collée à chaque époux, et cet état d'esprit tient, bien entendu, j'essaie un peu de le comprendre, à des coutumes qui sont encore vivaces et qui font peur à la dame, notamment la polygynie, ou même la burogamie. Alors elle voit à toutes les autres filles et dames des rivales potentiels. C'est pour cela que, pour revenir sur ce que je disais tantôt, avoir contrôlé l'être et l'avoir de l'homme et dans leurs tâches quotidiennes, il ne peut qu'y avoir des frictions. Et les femmes de Kinshasa, il y a des statistiques, manquent presque totalement confiance de ce point de vue-là à leurs époux. Comme l'abandon pour la mobilité. Si vous ne le savez pas encore,
c'est peut-être parce que vous n'avez pas assez de relations. Hein, mais ils sont tous les mêmes. Ça, c'est un refrain qui est revenu très souvent au cours de nos enquêtes. Ils sont des coureurs de jupons, je l'ai dit. Il y a plusieurs procès d'intention contre l'homme à ce sujet-là, à temps et à contre-temps. Et d'après nos enquêtés, souvent c'est les jours où ils sont propres qu'ils sont les plus violentés à leur retour à domicile. Diverses attitudes négatives, bouderies, embargo de conversation, refus d'accouplement. Tantôt on a entendu forcing d'accouplement, mais les hommes disent il y a des refus d'accouplement parce qu'on a supposé que là d'où vous venez, ce n'est pas sûr. Alors ça suffit pour que ces refus vous soient opposés. Accueil glacial. Vous arrivez, on vous ouvre la porte, on ne vous regarde même pas. Ou si on vous regarde, on retire le visage immédiatement pour consacrer cette bouderie. Des attaques ouvertes, abandon du toit conjugal, je vais chez mon oncle, colportage, tout cela trouble la quiétude des hommes. Ces inhumanités découlent, entre autres, du retour jugé, je dis bien jugé, tardif à la maison par la femme, de la fouille des correspondances, du contrôle des appels téléphoniques. Vous laissez votre téléphone, vous êtes à la douche, vous revenez, on a fouillé, et puis un procès peut commencer. On vous a appelé par tel numéro autant de fois dans la journée. Des visites bien que fondées, une patiente pour un médecin, une étudiante pour un professeur d'université, tout cela prend d'autres tournures. Un accouplement forcé sous forme de tests de virilité en cas de retour tardif jugé suspect. Vous devez démontrer que vous êtes le même. De la manière de tenir d'autres dames ou filles et de danser avec elles au cours d'une soirée. Vous avez tenu celle-là de cette façon. Vous savez, jusqu'à ces détails, un conflit peut éclater. Un compliment, même banal, ou innocent, adressé à une belle dame ou à une belle fille. Cette dame-là est belle. C'est déjà suffisant pour qu'il y ait un procès. Des regards attentifs au passage d'une belle dame ou d'une belle fille. Vous l'accompagnez de regards. On peut même vous tenir par le cou pour dire c'est quoi ça? Une observation fouillée des sous-vêtements ou des types de parfums. Des manques d'appétit, même quand on certifie avoir été chez un parent, chez un ami ou dans un restaurant public. On avait une réunion, on a mangé. Il faut qu'on vienne vous assister pour qu'il n'y ait pas de problème à la maison. Vous ne mangez pas. J'ai perdu mon temps, j'ai fait ce repas, c'est pour vous et tout. Mais ma chérie, je viens d'un restaurant. Ce n'est pas suffisant et ce n'est pas toujours convaincant. Voilà, plusieurs. À tout prendre, tout témoignage relatif à l'infidélité de l'époux n'appelle aucune démonstration. Tout celui qui vient dire à madame, on l'a vu à tel coin, il avait une fille dans son véhicule. Même si c'est de manière fortuite, il n'y a pas, on n'exige pas de démonstration du tout. Il y a même des dames qui ont qui traitent avec des filateurs,
pour qu'ils puissent surveiller leurs époux et qui font rapport. Et c'est un job qui paye. Et quand la personne sait qu'il doit sa vie à cette activité-là, vous allez l'empêcher d'amplifier les faits. Est-ce qu'il peut dire pendant toute une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, son mari, votre mari, ces jours-ci, il va seulement au bureau et puis il sort, non, parce qu'il sait qu'il va perdre son job. Et on y ajoute énormément de choses aussi par ces violateurs. Alors, il y a aussi les violences faites à l'époux au travers de ses membres des familles et assimilés. Membres des familles et assimilés, car à vous, parce que vous n'êtes pas toujours les bienvenus, et surtout si c'est dans un foyer où les maris rentrent tard du service. Madame a tout le temps pour vous gérer, et ce n'est pas toujours de bonne façon. Et parmi les cibles, il y a la belle-mère, la maman du mari. Et même par assimilation, les belles-sœurs, les sœurs du mari. Elles ne font pas toujours des séjours en fanfare chez leurs fils, chez leurs frères. Et on en voit de toutes les couleurs. Violence au plan matériel et financier. Conception et gestion de l'avoir du mari. 2 opinions persistantes se font jour en cette matière. La première opinion considère, du côté des dames, la source des revenus des époux est perçue comme intarissable. L'homme ne manque pas d'argent à un homme. Source intarissable. L'homme ne manque jamais d'argent. Même quand vous-même vous savez qu'il vous reste de quoi payer votre bus ce matin pour arriver au service, on peut vous poser des problèmes d'argent. Au moment où vous êtes déjà debout, il manque l'huile, il manque ceci, il manque cela. Je ne sais pas si on reçoit ça avec bonheur. Nous souffrons. L'homme souffre. Malheureusement, pense la femme, l'homme les gère. Et où est-ce que se trouvent les cachettes de l'argent? C'est dans nos tiroirs de bureau. Dans tous nos tiroirs de bureau, là, il y a de l'argent. Dans les pochettes des voitures, dans les poches des vestes, c'est là que nous gardons l'argent. Et l'argent qui est épargné là-bas, ce n'est pas pour la vie du ménage, pensent les dames. C'est pour des dépenses extra-conjugales, soit données à des concubines, données à des membres des familles, et même données à des gens quelconques pour avoir une ascension sociale. Tout le monde veut être mon pao. Donc, l'homme est considéré comme un dépensier hors cadre, alors que souvent, nous avons mal à partir avec ceux qui nous demandent l'argent. Et nous ne l'avons pas toujours. Seconde opinion, l'homme est un mauvais gestionnaire, un dépensier hors cadre. Il faut que l'argent reste entre les mains de la femme pour qu'il soit bien gardé. Mais même là, Dieu seul sait. On va aller de l'avant. Ne faisant pas tout confiance à son conjoint, la femme se livre à une série d'actions qui inquiètent, déséquilibrent et révoltent son partenaire. Et parmi les choses essentielles, la dame, un couple qui s'achète une parcelle, mais un terrain déjà, monsieur, vous ne pouvez pas le mettre à votre nom. Vous ne le mettez pas à votre nom. Même quand il s'agit d'un jeune couple dont l'homme n'a jamais été propriétaire
d'un terrain, on lui fait rater l'occasion, donc il ne sera jamais produit. Il faut mettre ça au nom des enfants. Ah, mais c'est moi, avec ma peine et tout ça. Non, 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 non. Mettez au nom des enfants. Qui dit ça? Ce n'est pas l'homme, c'est toujours la femme. Il dit, pas votre nom. En d'autres termes, je ne vous fais pas confiance. Et vous croyez que celui à qui on ne fait pas confiance, quand vous faites ça, c'est un bonheur pour lui. C'est une violence. Quelques attitudes agressives de la femme vis-à-vis de son mari a contracté des dettes de tout genre, et tout cela pour commencer la vie avec la fille aînée. Et en espèces, la dot moyenne est pour le moment à Kinshasa, la dot, je dis bien moyenne, c'est 1 000 $. Et 1 000 $, on les demande à qui? À un jeune homme qui bricole encore sa vie, qui n'est pas encore stable économiquement. Et la partie organisationnelle qui concerne la fête, tout le monde a déjà été à une fête de mariage ici. Et on peut s'imaginer les peines des hommes sur ces trajets-là. Mais bon, quand on dit ça, peut-être qu'il y en a qui disent, mais pourquoi ça? L'homme doit faire ça. Bon, mais on dirait que la femme sélectionne les choses. Quand ça, là où c'est vraiment difficile, l'homme doit le faire. Là où il faut que ça soit autre chose, on doit être égaux. Violence vécue maintenant au niveau du foyer. Là, c'est pire encore. On a été violenté pour la dot. Le mariage est malgré tout conclu. Et sur le plan affectif, nous devons d'abord évoquer l'infidélité de l'homme qui passe pour une théorie générale dans les foyers de Kinshasa. L'homme, c'est un coureur de jupons à souhait. Je dirais même que sa première occupation, c'est ça, avant d'être le bureau, le ceci. Parce que quand il revient du bureau, parfois on lui dit, vous mentez. Et donc, ça, cette infidélité qui est collée à chaque époux, et cet état d'esprit tient, bien entendu, j'essaie un peu de le comprendre, à des coutumes qui sont encore vivaces et qui font peur à la dame, notamment la polygynie, et ou même la burogamie. Alors elle voit à toutes les autres filles et dames des rivales potentiels. C'est pour cela que, pour revenir sur ce que je disais tantôt, avoir contrôlé l'être et l'avoir de l'homme étant leur tâche quotidienne, il ne peut qu'y avoir des frictions. Et les femmes de Kinshasa, il y a des statistiques, manquent presque totalement confiance de ce point de vue-là à leurs époux. Comme l'abandon pour la mobilité. Si vous ne le savez pas encore, c'est peut-être parce que vous n'avez pas assez de relations. Mais ils sont tous les mêmes. Ça, c'est un refrain qui est revenu très souvent au cours de nos enquêtes. Ils sont des coureurs de jupons, je l'ai dit. Il y a plusieurs procès d'intention contre l'homme à ce sujet-là, à temps et à contre-temps. Et d'après nos enquêtés, souvent c'est les jours où ils sont propres qu'ils sont les plus violentés à leur retour à domicile. Diverses attitudes négatives, bouteries, embargo de conversation, refus d'accouplement. Tantôt on a entendu forcing d'accouplement, mais les hommes disent il y a des refus d'accouplement parce qu'on a supposé que là d'où vous venez, ce n'est pas sûr. Alors ça suffit pour que ces refus vous soient opposés. Accueil glacial. Vous arrivez
on vous ouvre la porte, on ne vous regarde même pas. Ou si on vous regarde, on retire le visage immédiatement pour consacrer cette bouderie, des attaques ouvertes, abandon du toit conjugal, je vais chez mon oncle, colportage, tout cela trouble la quiétude des hommes. Ces inhumanités découlent, entre autres, du retour jugé, je dis bien jugé, tardif à la maison par la femme, de la fouille des correspondances, du contrôle des appels téléphoniques. Vous laissez votre téléphone, vous êtes à la douche, vous revenez, on a fouillé, et puis un procès peut commencer. On vous a appelé par tel numéro autant de fois dans la journée. Des visites bien que fondées, une patiente pour un médecin, une étudiante pour un professeur d'université, tout cela prend d'autres tournures. Un accouplement forcé sous forme de tests de virilité en cas de retour tardif jugé suspect. Vous devez démontrer que vous êtes le même. De la manière de tenir d'autres dames ou filles et de danser avec elles au cours d'une soirée. Vous avez tenu celle-là de cette façon. Vous savez, jusqu'à ces détails, un conflit peut éclater. Un compliment, même banal, ou innocent, adressé à une belle dame ou à une belle fille. Cette dame-là est belle. C'est déjà suffisant pour qu'il y ait un procès. Des regards attentifs au passage d'une belle dame ou d'une belle fille. Vous l'accompagnez de regards. On peut même vous tenir par le cou pour dire c'est quoi ça? Une observation fouillée des sous-vêtements ou des types de parfums, d'un manque d'appétit, même quand on certifie avoir été chez un parent, chez un ami ou dans un restaurant public. On avait une réunion, on a mangé. Il faut qu'on vienne vous assister pour qu'il n'y ait pas de problème à la maison. Vous ne mangez pas. J'ai perdu mon temps, j'ai fait ce repas, c'est pour vous et tout. Mais ma chérie, je viens d'un restaurant. Ce n'est pas suffisant et ce n'est pas toujours convaincant. Voilà, plusieurs. À tout prendre, tout témoignage relatif à l'infidélité de l'époux n'appelle aucune démonstration. Tout celui qui vient dire à madame, on l'a vu à tel coin. Il avait une fille dans son véhicule. Même si c'est de manière fortuite, on n'exige pas de démonstration du tout. Il y a même des dames qui ont qui traitent avec des filateurs pour qu'ils puissent surveiller leurs époux. Et qui font rapport, et c'est un job qui paye. Et quand la personne sait qu'il doit sa vie à cette activité-là, vous allez l'empêcher d'amplifier les faits. Est-ce qu'il peut dire pendant toute une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, son mari, votre mari, ces jours-ci, il va seulement au bureau et puis il sort. Non, parce qu'il sait qu'il va perdre son job. Et on y ajoute énormément de choses aussi par ces filateurs. Alors, il y a aussi les violences faites à l'époux au travers de ses membres des familles et assimilés. Membres des familles et assimilés, gare à vous, parce que vous n'êtes pas toujours les bienvenus. Et surtout si c'est dans un foyer où les maris rentrent tard
du service, madame a tout le temps pour vous gérer, et ce n'est pas toujours de bonne façon. Et parmi les cibles, il y a la belle-mère, la maman du mari. Et même par assimilation, les belles-sœurs, les sœurs du mari. Elles ne font pas toujours des séjours en fanfare chez leurs fils, chez leurs frères. Et on en voit de toutes les couleurs. Violence au plan matériel et financier. Conception et gestion de l'avoir du mari. Deux opinions persistantes se font jour en cette matière. La première opinion considère, du côté des dames, la source des revenus des époux est perçue comme intarissable. L'homme ne manque pas d'argent à un homme. Source intarissable. L'homme ne manque jamais d'argent. Même quand vous-même vous savez qu'il vous reste de quoi payer votre bus ce matin pour arriver au service, on peut vous poser des problèmes d'argent. Au moment où vous êtes déjà debout, il manque l'huile, il manque ceci, il manque cela. Je ne sais pas si on reçoit ça avec bonheur. Nous souffrons. L'homme souffre. Malheureusement, pense la femme, l'homme les gère. Et où est-ce qu'on se trouve les cachettes de l'argent? C'est dans nos tiroirs de bureau. Dans tous nos tiroirs de bureau, là, il y a de l'argent. Dans les pochettes des voitures, dans les poches des vestes, c'est là que nous gardons l'argent. Et l'argent qui est épargné là-bas, ce n'est pas pour la vie du ménage, pensent les dames. C'est pour des dépenses extra-conjugales, soit données à des concubines, données à des membres des familles, et même données à des gens quelconques pour avoir une ascension sociale. Tout le monde veut être mon pao. Donc, l'homme est considéré comme un dépensier hors cadre, alors que souvent, nous avons mal à partir avec ceux qui nous demandent l'argent. Et nous ne l'avons pas toujours. Seconde opinion, l'homme est un mauvais gestionnaire, un dépensier hors cadre. Il faut que l'argent reste entre les mains de la femme pour qu'il soit bien gardé. Mais même là, Dieu seul sait. On va aller de l'avant. Ne faisant pas tout confiance à son conjoint, la femme se livre à une série d'actions qui inquiètent, déséquilibrent et révoltent son partenaire. Et parmi les choses essentielles, la dame, un couple qui s'achète une parcelle, mais un terrain déjà, monsieur, vous ne pouvez pas le mettre à votre nom. Vous ne le mettez pas à votre nom. Même quand il s'agit d'un jeune couple dont l'homme n'a jamais été propriétaire d'un terrain, on lui fait rater l'occasion, donc il ne sera jamais propriétaire. Il faut mettre ça au nom des enfants. Ah, mais c'est moi, avec ma peine et tout ça. Non, 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 non. Mettez au nom des enfants. Qui dit ça? Ce n'est pas l'homme, c'est toujours la femme. Il dit, pas votre nom. En d'autres termes, je ne vous fais pas confiance. Et vous croyez que celui à qui on ne fait pas confiance, quand vous faites ça, c'est un bonheur pour lui. C'est une violence. Quelques attitudes agressives de la femme vis-à-vis de son mari. Des demandes souvent intempestives d'argent, même quand le conjoint s'apprête à quitter la maison. Le rejet en termes de principe de certaines qualités d'épargne ou de bijoux, même si l'époux n'a pas assez de moyens.
nous avons entendu ici, je ne sais pas si c'est que la femme de l'autre avait